Le silence de la villa n'était brisé que par le tic-tac de l'horloge ancienne dans le salon, lorsqu'une voix cristalline retentit soudainement. « Allez, Marco, je sais que tu peux le faire. » Alessandro Benedetti s'arrêta net sur le seuil de son bureau, le téléphone toujours en main, alors qu'il était sur le point de conclure un énième appel professionnel de la journée. À travers les grandes fenêtres donnant sur le jardin, il aperçut une scène qui lui fit trembler les mains et lui coupa le souffle. Son fils Marco, âgé seulement de 4 ans, se trouvait sur l'herbe verte émeraude de leur propriété aux portes de Milan. Et pour la première fois depuis l'accident, il n'était pas dans son fauteuil roulant. Il était à terre, à genoux, ses petits bras tremblants, cherchant désespérément à se soutenir. À ses côtés, à genoux sur l'herbe qui se teintait de vert sur sa robe simple couleur crème, se trouvait Sophia, la fille de 8 ans de leur domestique Maria. « Regarde-moi, Marco » murmurait Sophia avec la patience infinie d'une grande sœur. « Quand j'étais petite, ma maman me disait que les genoux sont comme des petits moteurs. Il faut juste les allumer doucement, sans précipitation, comme quand on allume la vieille télévision du grand-père. » Alessandro sentit une boule se former dans sa gorge, menaçant de l'étouffer complètement. Depuis de si longs mois, depuis que la voiture de sa femme avait percuté cet arbre sur la rocade, lors de cette maudite soirée pluvieuse de novembre, le monde de la famille Benedetti s'était effondré comme un château de cartes emporté par le vent. Carolina était morte sur le coup, arrachée en un instant qui avait tout changé pour toujours. Marco avait subi des blessures à la colonne vertébrale que les meilleurs médecins de Milan avaient qualifiées de permanentes, avec cette froideur clinique qui le hantait encore chaque nuit. 6 mois interminables de physiothérapeutes privés payés des milliers d'euros par jour, de matériel coûteux importé d'Allemagne occupant une pièce entière de la villa, de spécialistes venus de toute l'Europe avec leurs valises pleines de fausses promesses et de sourires de circonstance. Rien n'avait fonctionné, absolument rien. Marco refusait chaque tentative avec des cris désespérés. Il pleurait jusqu'à perdre connaissance à chaque séance. Il s'enfermait dans un silence qui brisait le cœur d'Alexandre plus que n'importe quel cri de douleur. Les nuits étaient devenues un enfer de culpabilité et de regret qui le dévorait de l'intérieur. Alessandro se réveillait à 3 heures du matin en sueur froide, revivant l'accident comme un film d'horreur qui se répétait à l'infini dans son esprit torturé. Il avait commencé à travailler des heures par jour pour ne pas penser, développant son empire financier comme si chaque million gagné pouvait ramener sa femme ou faire marcher à nouveau son fils. La villa, autrefois pleine de rire et de la musique que Carolina aimait jouer au piano le soir, était devenue un mausolée silencieux, chaque pièce racontant une joie perdue à jamais. Les jouets de Marco gisaient abandonnés, recouverts de poussière, tandis que le fauteuil roulant était devenu le seul compagnon constant de l'enfant. Et maintenant, cette petite fille aux traits sombres et aux yeux pétillants de noisettes, fille de la femme qui nettoyait leur maison depuis 10 ans, accomplissait ce que personne, pas même les neurochirurgiens les plus réputés d'Europe, ni les thérapies expérimentales les plus coûteuses, n'avaient réussi à faire. « Écoute. » Sophia posa sa petite main sur la poitrine de Marco, juste là où le cœur battait fort sous son t-shirt bleu avec l'image de Spider-Man. Ton cœur bat fort comme un tambour. Cela signifie que ton corps veut bouger, il veut courir dans les prés, il veut jouer à cache-cache derrière les arbres. Il faut juste convaincre tes jambes de l'écouter. Comme quand tu dis à quelqu'un de se réveiller le matin, mais il faut être gentil et patient. Marco, avec ses boucles blondes encore sales de terre du jardin et les joues rouges de l'effort, leva lentement les yeux vers Sophia. Ces mêmes yeux bleus qu'il avait hérités de Carolina, qui ces derniers mois étaient devenus ternes et vides comme ceux d'un enfant beaucoup plus vieux que ses 4 ans, brillaient maintenant de quelque chose qu'Alessandro n'avait pas vu depuis trop longtemps, l'espoir pur et sincère. L'enfant regarda ses jambes, puis Sophia, puis à nouveau ses jambes. Une larme solitaire glissa sur sa joue. « Sophia » murmura Marco d'une voix hésitante, ses lèvres tremblant légèrement. « Et si je n'y arrive pas? Et si mes jambes ont oublié comment faire? Le docteur, avec les lunettes, a dit que peut-être je ne marcherai jamais plus. » La petite fille sourit, et dans ce sourire, Alessandro reconnut la même détermination inébranlable que sa mère Maria, cette femme forte qui arrivait chaque matin à la villa à cette heure précise, le sourire aux lèvres. Malgré les difficultés de sa vie de veuve, élevant seule une fille en travaillant dans 3 maisons différentes pour joindre les 2 bouts. « Alors, on essaiera demain » répondit Sophia simplement, caressant la tête de Marco avec la tendresse d'une grande sœur. « Et le jour suivant, et encore celui d'après, et même quand il pleuvra, et même quand il neigera, jusqu'à ce que tu y arrives. Ma maman dit toujours que les choses importantes ont besoin de temps et d'amour, comme quand on plantait les tomates dans notre petit jardin derrière l'immeuble.
D'abord, ce n'étaient que de petites graines, puis elles sont devenues de magnifiques plantes. Sophia se leva et tendit la main à Marco. « Tu veux essayer de toucher tes orteils? Moi, je te tiens, je ne te laisserai jamais tomber. » Alexandro observa son fils qui, avec un énorme effort, réussit à plier légèrement ses genoux. Ce fut un tout petit mouvement, presque imperceptible, mais pour lui c'était un miracle. Les larmes qu'il avait retenues pendant 6 interminables mois, lors des veillées funèbres où il feignait d'être fort devant les médecins qui prononçaient leur sentence, durant les nuits sans sommeil passées à fixer le plafond, commencèrent à couler librement le long de ses joues marquées par la souffrance. Il laissa tomber le téléphone sur le sol en marbre de Carrare. Le bruit résonna à travers toute la villa, mais il ne s'en aperçut même pas. Il était hypnotisé par cette scène surréaliste. Son enfant, que les médecins avaient condamné à une vie en fauteuil roulant, était là, tentant de bouger avec l'aide d'une petite fille de 8 ans qui possédait quelque chose que tout l'argent du monde n'avait jamais pu acheter, une foi inébranlable en le pouvoir de la gentillesse humaine et de la persévérance. Le soleil de fin d'après-midi filtrant à travers les cyprès centenaires du jardin créait des jeux de lumière et d'ombre sur les 2 enfants qui luttaient ensemble contre l'impossible. Les airs embaumaient du parfum du tilleul en fleurs et de l'herbe fraîchement coupée par le jardinier. C'était le genre de journée que Carolina adorait lorsqu'elle s'asseyait sur la terrasse avec un livre de poèmes et un café, regardant Marco jouer dans le jardin tandis que les papillons dansaient entre les fleurs. « Papa me regardait toujours quand je jouais », murmura Marco à Sophia. « Maintenant, il ne me regarde plus. » Alexandro sentit son cœur se briser en 1000 morceaux. Il réalisa qu'au cours des derniers mois, pris par la douleur et le travail, il avait abandonné son fils émotionnellement au moment où il en avait le plus besoin. Sophia prit Marco dans ses bras doucement. « Ton papa t'aime énormément. Les grands oublient parfois comment montrer l'amour quand ils sont tristes. Mais tu sens bien qu'il t'aime, n'est-ce pas? C'est comme le soleil derrière les nuages. Il est toujours là, même quand tu ne le vois pas. » Alessandro réalisa qu'il souriait à travers ses larmes pour la première fois en 6 mois. Cette petite fille extraordinaire n'aidait pas seulement Marco à bouger ses jambes, elle guérissait toute une famille. Ce n'était que le début de quelque chose qui allait changer leur vie à jamais. Il le ressentait dans ses os comme une certitude absolue. Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'est que Sophia cachait un secret, quelque chose de profond et de douloureux qu'elle avait appris dans sa jeune vie et qu'aucun médecin, aucun thérapeute, aucun livre médical n'aurait pu enseigner. Le lendemain matin, Alessandro se réveilla avant l'aube pour la première fois en 6 mois, sans le poids accablant de l'angoisse sur sa poitrine qui l'écrasait chaque jour comme une plaque de pierre. Les premiers rayons du soleil filtraient à travers les stores de la chambre à coucher qu'il n'avait pas pu quitter malgré le fait que chaque coin lui rappelait Carolina. Son parfum de gardénia persistait encore sur les coussins en soie. Ses bijoux reposaient intacts sur la coiffeuse ancienne héritée de sa grand-mère, et son peignoir en cachemire pendait toujours dans l'armoire comme un fantôme du passé. Mais aujourd'hui, c'était différent. L'image de Marco dans la pelouse, soutenue par la petite Sophia, avait remplacé les souvenirs de l'accident qui le tourmentait chaque nuit comme des fantômes cruels. Pour la première fois depuis novembre, il avait rêvé de quelque chose de beau. Carolina souriait en voyant Marco courir dans le jardin. Il descendit au rez-de-chaussée de la villa, ses pas étouffés par les tapis persans que Carolina avait choisis avec tant de soin lors de leur voyage de noces à Ispahan. Chaque fibre de ces tapis racontait l'histoire de leur amour, de leurs rêves partagés, de l'avenir qu'ils avaient planifié ensemble et qui maintenant était en morceaux. La cuisine était déjà illuminée par la lumière chaude des lampes sous les meubles et l'arôme du café fraîchement moulu se mêlait au parfum du pain tout juste sorti du four que Maria apportait toujours de la boulangerie de Giuseppe, le vieux boulanger du village qui cuisait depuis 4 heures du matin. « Monsieur Benedetti » dit Maria en se retournant de l'évier où elle lavait les tasses du petit déjeuner avec ses gestes précis et délicats, surprise de le voir aussitôt. Ses yeux sombres, toujours attentifs et bienveillants, montrèrent immédiatement de l'inquiétude. « Tout va bien ? Vous avez besoin de quelque chose ? » Marco va bien. Il a dormi tranquillement. Alexandro la regarda vraiment pour la première fois après des mois d'interaction mécanique et distante, comme s'il était un fantôme errant dans la maison sans réellement voir ce qui l'entourait. Maria Rossi avait 42 ans, mais elle en paraissait un peu plus en raison des difficultés d'une vie qui ne lui avait jamais été généreuse. Ses cheveux noirs, toujours attachés en une queue de cheval soignée, commençaient à montrer quelques fils d'argent au tenf. Ses mains rendues rugueuses par le travail quotidien et le froid de l'hiver lombard étaient toujours en mouvement, nettoyant, rangeant, s'occupant de tout et de tous avec une dévotion qui allait bien au-delà de ses obligations professionnelles. Ces 6 derniers mois,
depuis que la tragédie avait frappé la famille Benedetti, Maria avait été bien plus qu'une domestique. Elle était devenue le dernier ancrage qui tenait debout cette maison dévastée par la douleur, l'ange silencieux qui s'occupait de Marco quand Alessandro était trop brisé pour le faire. Sa présence rassurante empêchait la villa de devenir un véritable mausolée. Maria, dit Alessandro d'une voix plus douce que d'habitude, s'asseyant à la table de la cuisine pour la première fois en des mois. D'habitude, il prenait son café debout, toujours pressé, toujours avec le téléphone à l'oreille. Il faut que je te parle de Sophia, de ce qui s'est passé hier dans le jardin. Le visage de Maria s'illumina de fierté maternelle mais aussi de préoccupation. J'espère que Sophia n'a pas dérangé. Je lui ai toujours dit de ne pas vous déranger, et le petit Marco. Sophia est encore une enfant, et parfois. Elle fut interrompue par Alessandro levant une main. Elle ne m'a pas du tout dérangé. C'était incroyable, Maria. Sophia a fait quelque chose que des mois de thérapie coûteuse n'ont pas pu faire. Elle a fait bouger Marco. Les yeux de Maria se remplirent soudainement de larmes. Elle se sécha rapidement les mains dans son tablier à carreaux qu'elle avait hérité de sa mère et s'assit timidement en face d'Alessandro, maintenant une distance respectueuse qui témoignait des années de différence sociale. Vraiment ? Murmura-t-elle d'une voix tremblante. Marco a essayé de bouger ? Non seulement, Maria, il a essayé, mais elle a réussi à rester sur ses genoux. Sophia l'encourageait avec une douceur et une sagesse que je n'ai jamais vues chez aucun adulte. Comment a-t-elle appris à faire une telle chose ? Elle est si jeune et pourtant elle semble savoir exactement quoi dire, quoi faire. Maria regarda ses mains, et pendant un moment, Alessandro aperçut une lueur de douleur dans ses yeux, une douleur profonde, ancienne, qu'il reconnaissait bien car elle ressemblait à la sienne. Monsieur Benedetti, commença Maria d'une voix hésitante. Sophia a appris très tôt dans sa vie que les mots justes et la patience peuvent accomplir des miracles. Elle a vu que, quand elle avait 5 ans, après la mort de mon mari dans l'accident sur le chantier, Sophia a dû prendre soin de moi. Alessandro se pencha en avant, frappé par les paroles de Maria. Prendre soin de vous ? Oui, continua Maria, et sa voix devint encore plus basse. Après la mort de Giuseppe, j'ai eu, comment dire, une période très sombre. Je ne pouvais plus me lever du lit, je ne mangeais plus, je ne parlais plus. Les médecins ont dit que c'était une dépression grave. Sophia, qui n'avait que 5 ans, se levait chaque matin, me préparait le thé, m'apportait des biscuits, me parlait pendant des heures, même si je ne répondais jamais. Les larmes coulaient maintenant librement sur le visage de Maria, mais elle continua à parler avec cette force que seules les mères savent trouver lorsqu'elles doivent protéger leurs enfants. Pendant des mois, Sophia a été la maman et moi la fille. Elle me disait les mêmes choses qu'elle dit maintenant à Marco. Maman, aujourd'hui on réessaie. Si tu n'y arrives pas aujourd'hui, on essaiera demain. Elle me peignait les cheveux, me chantait des comptines qu'elle avait apprises à l'école maternelle. Elle avait une patience infinie, comme si elle savait que l'amour et le temps peuvent guérir même les blessures les plus profondes. Alessandro sentit un frisson le long de son dos. Il regarda le jardin où Sophia était déjà en train de disposer des petites pierres en cercle sur l'herbe, préparant quelque chose pour quand Marco se réveillerait. « Comment avez-vous fait ? Comment une enfant de 5 ans ? L'amour, monsieur Benedetti, dit simplement Maria. L'amour pur d'une enfant qui ne connaît pas les limites que nous, les adultes, nous imposons nous-mêmes. Sophia ne savait pas qu'il était impossible de m'aider. Elle ne savait pas que les médecins m'avaient dit que j'aurais besoin de des années de thérapie. Elle savait seulement que sa maman avait besoin d'elle. Alors, elle a fait ce que son cœur lui disait de faire. Maria se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant sa fille dans le jardin. Il m'a fallu 8 mois, mais Sophia m'a littéralement ramené à la vie. Et depuis, chaque fois qu'elle voit quelqu'un souffrir, avoir besoin d'aide, elle fait la même chose. C'est comme si elle avait un don spécial pour voir à travers la douleur et trouver l'étincelle d'espoir qui existe toujours, même dans les moments les plus sombres. Alessandro se leva à son tour et se mit à côté de Maria. En regardant Sophia qui disposait soigneusement ses petits trésors dans le jardin, il se rendit compte que cet enfant n'était pas seulement spécial. Elle avait été forgée par la douleur et l'amour pour devenir quelque chose d'extraordinaire. Marco a besoin d'elle, dit Alessandro. Et je crois que moi aussi j'en ai besoin. Maria le regarda surprise. Que voulez-vous dire, monsieur ? Je veux dire que Sophia doit rester ici avec Marco tous les jours, pas comme un service que vous me rendez, Maria,
mais parce que je crois qu'elle peut sauver mon fils et peut-être même moi. À ce moment-là, la voix joyeuse de Sophia arriva du jardin. Marco, viens voir. J'ai fait un chemin de pierre pour tes pieds. Alexandro et Maria se regardèrent. Ils savaient tous les deux que ce matin marquait le début de quelque chose de merveilleux. Mais ce qu'ils ne savaient pas encore, c'est que le véritable voyage de guérison était sur le point de commencer et qu'il allait demander beaucoup plus de courage que ce qu'ils imaginaient. Alors, allons-y. Répondit la petite fille en se plaçant à côté de lui. Je serai ton ombre. Si tu te fatigues, on se repose. Si tu as peur, je tiens ta main. Si tu veux pleurer, on pleure ensemble. Alexandro regarda les deux enfants commencer lentement leur chemin. Marco se déplaçait centimètre par centimètre, traînant les jambes, mais réussissant à se soutenir avec les bras. Sophia le suivait pas à pas, parlant doucement de tout et de rien. Des nuages qui ressemblaient à des animaux, des fourmis qui construisaient leur maison dans l'herbe, des roses qui allaient éclore le long du mur d'enceinte. « Papa, papa, regarde-moi » cria soudain Marco lorsqu'il atteignit la première pierre, la rouge. Alexandro se leva précipitamment et sortit dans le jardin. Pour la première fois depuis des mois, son fils l'appelait avec joie, non pas avec peur ou douleur. « Je te regarde, champion, » dit Alexandro en s'agenouillant près des deux enfants. « Tu es fantastique. Regarde comme j'ai fait du chemin. » Marco montra fièrement la pierre rouge sous ses mains, et Sophia dit, « À partir de demain, je peux essayer d'atteindre celle qui est bleue. » Alexandro regarda la distance entre les pierres, environ 1,5 m, et réalisa que pour Marco, c'était comme escalader l'Everest. Mais dans les yeux de son fils, il voyait une détermination qu'il n'avait jamais vue auparavant, même avant l'accident. « Monsieur Benedetti, » dit Sophia timidement. « Puis-je vous demander quelque chose ?»« Tout ce que tu veux, Sophia. » Marco m'a dit qu'avant l'accident, vous jouiez toujours avec lui dans le jardin. Vous lanciez la balle et couriez ensemble. Peut-être pourriez-vous encore le faire, mais différemment. Alessandro sentit ses yeux se remplir de larmes. Depuis la naissance de Marco, chaque soir à son retour du travail, ils jouaient ensemble dans le jardin. C'était leur moment spécial, celui que Carolina appelait l'heure des hommes. Après l'accident, Alessandro avait pensé que ce temps était terminé à jamais. « Que as-tu en tête ?» demanda-t-il d'une voix rauque. Sophia fouilla dans son petit sac en toile et en sortit une balle de tennis jaune un peu usée mais encore parfaitement ronde. « Je pensais qu'on pourrait jouer à se lancer la balle assis. Marco pourra être assis dans l'herbe. Toi, tu t'assois devant lui et je fais l'arbitre. Chaque fois que Marco attrape la balle en l'air, il gagne 1 point. Chaque fois qu'il réussit à la lancer droit à toi, il gagne 2 points. » Marco battit des mains et s'exclama, « Oui, je veux jouer avec papa. »« Peut-on, papa ? Peut-on » Alexandro s'assit dans l'herbe de son jardin parfaitement entretenu, ruinant son costume à 2 000 € et pour la première fois depuis 6 mois, il s'en fichait complètement. « Bien sûr qu'on peut, Marco, tu es prêt ?» Ce qui suivit fut le plus bel après-midi qu'Alessandro se souvienne depuis des mois. Marco riait chaque fois qu'il attrapait la balle, poussait des cris de joie quand il réussissait à la lancer au bon endroit, et Sophia comptait les points avec le sérieux d'un arbitre officiel. Marco, 15 points. Papa, 12 points, mais papa a perdu exprès, annonça Sophia avec un sourire malicieux. Ce n'est pas vrai. Protesta Alessandro en riant tandis qu'il lançait doucement la balle vers les mains tendues de Marco. Je donne tout, menteuse. Ricana Marco en attrapant la balle et en la serrant contre sa poitrine. Mais ce n'est pas grave, j'aime jouer avec toi, même si je perds. À ce moment-là, Alexandro comprit que Sophia n'aidait pas seulement Marco à bouger les jambes. Elle reconstruisait les liens d'une famille brisée, morceau par morceau, jour après jour, avec la patience de quelqu'un qui sait que l'amour a ses propres rythmes et saisons. Lorsque le soleil commença à se coucher derrière les cyprès, Sophia se leva et commença à ramasser ses pierres colorées. « Marco, dit-elle, demain, c'est samedi. Tu veux qu'on demande à ton papa si on peut aller faire une promenade jusqu'à la porte ?» Marco la regarda avec des yeux écarquillés. La porte de la villa était à 50 mètres de la maison. Pour lui, qui, des semaines auparavant, n'arrivait même pas à rester assis, c'était une distance impossible. « Penses-tu que je pourrais y arriver ?» demanda-t-il d'une voix faible. « Je pense, » dit Sophia en s'asseyant près de lui et en lui prenant la main, « qu'ensemble on peut tout faire, même voler si on veut. »
Alexandro regarda ses deux enfants et comprit que quelque chose d'extraordinaire se passait. Sophia n'enseignait pas seulement à Marco à bouger, elle lui enseignait à rêver à nouveau. Mais ce que personne ne savait, c'est que le lendemain allait apporter un défi qui mettrait à l'épreuve tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Le samedi matin se réveilla gris et humide avec des nuages lourds menaçants de pluie. Alexandro regarda par la fenêtre de sa chambre, et pendant un instant, le vieux pessimisme s'insinua de nouveau dans son cœur. Les jours de pluie avaient toujours été plus difficiles depuis que Carolina n'était plus là. Elle aimait regarder les gouttes descendre sur les vitres tout en lisant des poèmes de Léopardi à haute voix. Mais lorsqu'il descendit à la cuisine, il trouva Sophia déjà là avec Maria, tous deux avec des imperméables colorés et des bottes en caoutchouc. « Bonjour, monsieur Benedetti », salua Sophia avec son sourire habituel. « J'ai apporté un imperméable pour Marco. Aujourd'hui, c'est le jour parfait pour notre promenade jusqu'à la porte. » Alexandro regarda dehors. La pluie avait commencé à tomber doucement mais régulièrement. « Sophia, chérie, peut-être serait-il mieux de reporter. Avec cette pluie, Marco pourrait glisser ou se mouiller, ou peut-être découvrir que même les jours de pluie peuvent être magnifiques, interrompit doucement Sophia. Mon grand-père Enzo disait toujours que ce sont les jours difficiles qui nous font grandir le plus. Maria intervint timidement. Si monsieur préfère, nous pouvons rester à l'intérieur. Sophia, on n'a pas à insister. Non. Dit une petite voix depuis la porte. Marco était apparu en pyjama, traînant les pieds de manière maladroite, mais se déplaçant seul. Je veux aller à la porte. J'ai promis à Sophia que j'y irai. Alexandro regarda son fils, les boucles blondes éparpillées par le sommeil, les yeux bleus pleins de détermination, le menton petit mais résolu. Et il se reconnut en lui à son âge. Cette même obstination qui l'avait poussé à bâtir un empire financier à partir de rien. D'accord, dit-il enfin, mais si à un moment tu veux revenir, dis-le-moi. Je ne veux pas revenir, dit Marco avec une assurance qui surprit tout le monde. Sophia dit que quand tu promets quelque chose à un ami, tu dois toujours la tenir. Une heure plus tard, le petit groupe était prêt. Marco portait l'imperméable jaune que Sophia avait apporté. Sophia, celui rouge à sa taille. Maria, celui bleu foncé. Et Alexandro avait trouvé dans le débarras le vieux manteau de pluie qu'il portait quand il allait à la pêche avec son père il y a 30 ans. Alors, annonça Sophia avec la solennité d'un général qui guide ses troupes. La mission du jour est d'atteindre la grande porte en fer. Marco sera le capitaine courageux. Moi, je serai le guide expérimenté. Monsieur Benedetti sera le protecteur fort et maman Maria sera la gardienne des provisions. Elle montra un petit sac à dos dans lequel elle avait mis des biscuits, un thermos de thé chaud et des serviettes de rechange. Le voyage commença sous le porche couvert de la villa. Marco, s'appuyant sur son déambulateur spécial que Alessandro avait fait fabriquer sur mesure, fit ses premiers pas sous la protection du toit. La pluie tombait doucement sur les vitres, créant un son rassurant qui accompagnait leurs pas lents. « Écoute comme le bruit de la pluie est agréable », dit Sophia en marchant à côté de Marco. C'est comme si le ciel nous applaudissait. Chaque goutte dit « Bravo Marco, continue comme ça ». Lorsqu'ils sortirent du porche et mirent le pied sur le chemin de gravier, Marco s'arrêta. La pluie tombait maintenant directement sur eux et l'enfant regarda nerveusement le long chemin qui s'étendait devant ses yeux. Le portail semblait très loin, comme s'il se trouvait de l'autre côté du monde. « C'est trop loin », murmura-t-il. Et pendant un instant, Alexandro vit cette peur revenir dans les yeux de Marco, celle qui avait dominé les 6 derniers mois. Sophia s'agenouilla à côté de lui, indifférente à la pluie qui mouillait ses cheveux. « Marco, tu te souviens de l'histoire que je t'ai racontée sur la petite graine de chêne ?» Marco hocha la tête, s'essuyant une goutte de pluie sur son nez. La petite graine regardait le grand chêne au sommet de la colline et pensait « Je ne deviendrai jamais aussi grand et fort. » Mais ensuite, elle comprit quelque chose d'important. Elle ne devait pas penser à devenir immédiatement un grand chêne. Elle devait juste penser à grandir un peu chaque jour. D'abord, elle devint une pousse, puis une petite plante, ensuite un petit arbre et enfin un magnifique chêne. Sophia prit la main de Marco. Nous ne devons pas penser au portail. Nous devons juste penser au prochain pas, puis au pas suivant. Et quand nous nous retournerons, nous découvrirons que nous avons fait un voyage incroyable. Marco prit une grande respiration comme Sophia lui avait appris à faire lorsqu'il avait peur. D'accord,
juste le prochain pas. Et ainsi, ils commencèrent leur voyage sous la pluie. Pas à pas, Marco s'arrêtait toutes les quelques mètres pour se reposer, tandis que Sophia inventait des histoires sur les vers de terre qui sortaient de l'herbe pour les saluer, sur les escargots qui faisaient la course de lenteur, sur les fleurs qui buvaient l'eau de la pluie comme si c'était de la limonade. Alexandro et Maria marchaient derrière eux, et pour la première fois en plusieurs mois, Alessandro se sentit faire partie de quelque chose de plus grand que lui-même. En voyant son fils lutter contre chaque obstacle, il comprit que le vrai courage n'est pas l'absence de peur, mais le choix de continuer malgré la peur. À mi-chemin, Marco tomba. Son déambulateur glissa sur le gravier mouillé et l'enfant tomba à genoux dans la boue. Pendant un moment terrible, Alexandro pensa que tout était fini, que Marco allait abandonner et souhaiterait retourner à la sécurité de son fauteuil roulant. Mais au lieu de cela, Marco regarda ses genoux couverts de boue, puis regarda Sophia et commença à rire. « Regarde, dit-il en montrant son pantalon taché. Je suis devenu un explorateur, n'est-ce pas? Les explorateurs se salissent toujours, n'est-ce pas Sophia? » Sophia applaudit et répondit, « Les meilleurs explorateurs du monde sont toujours couverts de boue. Cela signifie qu'ils ont vécu des aventures incroyables. » Alexandro s'agenouilla à côté de son fils, et pour la première fois depuis la naissance de Marco, il ne s'inquiéta pas de le nettoyer immédiatement, mais il rit avec lui. « Tu sais quoi, champion? Je crois que moi aussi, je veux devenir un explorateur. » Et ainsi, il se laissa tomber délibérément à genoux dans la boue à côté de Marco. Père et fils se regardèrent, tous deux couverts de boue et trempés, et éclatèrent de rire ensemble comme ils ne l'avaient pas fait depuis des années. « Maintenant, nous sommes tous des explorateurs. » cria Sophia en roulant dans l'herbe mouillée. Même Maria, oubliant un instant les conventions sociales, se joignit à eux dans le chahut boueux. Lorsqu'ils se relevèrent enfin, les quatre semblaient revenus d'une expédition dans la jungle, mais dans leurs yeux brillait quelque chose que personne n'avait vu depuis des mois, une joie pure et inaltérée. Le reste du voyage jusqu'au portail fut une série de petites victoires. Marco réussissait à marcher plusieurs pas sans s'arrêter. Sophia inventait une chanson sur la pluie courageuse. Maria racontait comment, quand elle était petite, elle sautait dans les flaques d'eau avec ses frères. Alexandro réalisait qu'il n'avait pas pensé au travail pendant 3 heures d'affilée. Lorsqu'il arriva enfin au grand portail en fer forgé avec le blason de la famille Benedetti, Marco s'appuya contre les barreaux et regarda en arrière vers la villa. Le chemin qu'ils avaient parcouru semblait infini aux yeux de l'enfant de 4 ans. « Nous avons fait tout ce chemin ensemble. » dit Sophia avec une voix pleine d'émerveillement. « Oui, » répondit Sophia en lui tenant la main. « Et tu sais quelle est la chose la plus belle? Ce n'est que le début. Quand tu seras plus fort, nous pourrons marcher jusqu'au village, jusqu'au lac, jusqu'aux montagnes. » Marco ferma les yeux et Alexandro vit qu'il imaginait tous ces endroits merveilleux où il pourrait aller un jour. « Papa, » dit Marco en se tournant vers Alexandro. « Merci d'être venu avec nous. C'était la plus belle aventure de ma vie. » Alexandro sentit son cœur se gonfler d'un amour si fort qu'il en eut du mal à respirer. Il prit Marco dans ses bras, boueux et tout, et le serra fort. « Merci à toi, petit explorateur, et merci à Sophia, la meilleure guide du monde. » En revenant chez eux, le soleil commença à percer les nuages, créant un arc-en-ciel au-dessus de la villa. Sophia montra les couleurs dans le ciel et dit, « Regardez, c'est un pont de couleurs qui nous dit que nous avons fait quelque chose de spécial aujourd'hui. » Mais ce que personne n'imaginait, c'est que cette promenade sous la pluie avait été vue par quelqu'un qui allait bientôt tout changer pour la famille Benedetti. Le lundi matin suivant la promenade sous la pluie, Alexandro était dans son bureau lorsque le téléphone sonna avec insistance. Le nom sur l'écran le fit sursauter, Dr Riccardo Martinelli, le neurologue le plus renommé d'Italie, ce même spécialiste qui 6 mois auparavant avait prononcé le verdict dévastateur sur l'avenir de Marco. « Allô ?» répondit Alessandro, le cœur battant fort. Benedetti, la voix du docteur semblait différente, presque incrédule. « J'ai reçu un appel très intéressant samedi après-midi. Un de mes collègues, le docteur Ferrand, faisait son jogging dans son quartier lorsqu'il a vu une scène, disons étrange. Il a vu votre fils Marco marcher avec un déambulateur dans l'allée de votre propriété. » Alexandro sentit son sang se glacer dans ses veines. « Docteur, puis-je expliquer ? » « Il n'y a rien à expliquer, Benedetti. Il y a juste une chose que je dois voir de mes propres yeux. Puis-je venir aujourd'hui ? Maintenant ? » 2 heures plus tard, à la Villa Benedetti,
se déroulait une scène surréaliste. Le docteur Martinelli, un homme d'une soixantaine d'années aux cheveux gris et portant des lunettes à monture dorée, était assis dans le salon avec Alessandro tandis qu'à travers les fenêtres, il observait Marco et Sophia lors de leur séance d'entraînement de l'après-midi. « Ce que je vois, » murmura le docteur, ses yeux experts suivant chaque mouvement de Marco. « C'est médicalement impossible. » Les IRM montraient des lésions qui devaient avoir compromis définitivement les capacités motrices de l'enfant. Dans le jardin, Marco faisait quelque chose qu'Alessandro n'avait jamais vu auparavant. Sous les encouragements de Sophia, l'enfant réussit à faire 3 pas, en laissant son déambulateur et ne se tenant qu'aux épaules de la fillette. « Comment avez-vous fait » demanda le docteur, sa voix scientifique vacillant devant l'évidence de ses yeux. « Quelle thérapie avez-vous utilisée? Quels médicaments? Quelle technique de rééducation ?» Alessandro regarda Sophia qui enseignait à Marco à marcher comme un pingouin en faisant de petits pas balançants qui faisaient rire les 2 enfants. « Aucune thérapie, docteur, aucun médicament, juste de l'amour et la patience d'une fille de 8 ans qui a cru en mon fils quand personne d'autre n'y croyait plus. » Le docteur Martinelli se leva et sortit dans le jardin, s'approchant des 2 enfants avec la prudence de quelqu'un qui s'apprête à toucher un miracle. « Bonjour Marco, dit-il doucement. Je suis le docteur Martinelli. Tu te souviens de moi ? » Marco se tourna, s'appuyant sur son déambulateur. « Oui, vous êtes le docteur avec les lunettes. Vous avez dit que peut-être je ne marcherai plus jamais. » Le docteur avala difficilement sa salive. « C'est vrai Marco, et je me suis trompé. Peux-tu me montrer comment tu marches maintenant ?» Marco regarda Sophia qui lui sourit encourageant. « Tu veux qu'on montre au docteur notre jeu du pingouin courageux ? » Oui. Marco rayonnait. « Regarde, docteur, je suis le papa pingouin et Sophia est la maman pingouin, et ensemble nous allons chercher du poisson pour notre famille. » Ce qui suivit fut l'une des performances les plus extraordinaires que le docteur Martinelli ait jamais vues en 40 ans de carrière. Marco réussit à marcher presque 20 mètres, ne s'arrêtant que pour se reposer et rire des blagues de Sophia. Ses mouvements étaient encore incertains, ses jambes tremblantes, mais il marchait indéniablement. « Sophia, » dit le docteur, lorsque les enfants eurent terminé leur jeu. « Peux-tu me dire comment tu as aidé Marco ?» Sophia le regarda avec ses yeux sages et sourit simplement. « Je n'ai rien fait de spécial, monsieur le docteur. J'ai juste cru que Marco était plus fort qu'il ne le pensait. Et puis quand tu crois vraiment en quelqu'un, cette personne commence à croire en elle-même. » Le docteur Martinelli s'agenouilla à sa hauteur. « Mais comment as-tu su quoi faire ? Comment as-tu appris à l'aider de la bonne manière ? » Mon grand-père Enzo était en fauteuil roulant, expliqua Sophia. Et j'ai vu que quand les gens autour de lui étaient tristes et disaient toujours « pauvre grand-père », il devenait plus triste. Mais quand je jouais avec lui et lui disais qu'il était le grand-père le plus fort du monde, il souriait et essayait de faire des choses qu'il pensait ne pas pouvoir faire. Sophia regarda Marco avec tendresse. Alors, j'ai pensé que si je disais à Marco combien il était courageux et fort, peut-être qu'il commencerait à se sentir vraiment courageux et fort, et ça a fonctionné. Le docteur se leva lentement, enlevant ses lunettes pour les essuyer avec des mains légèrement tremblantes. « En 40 ans de médecine, dit-il à Alessandro, j'ai vu beaucoup de miracles. Mais ça, c'est quelque chose de différent. Ce n'est pas seulement la récupération physique de Marco, c'est le pouvoir de la foi inconditionnelle d'une petite fille qui a littéralement réécrit les lois de la médecine. » Alessandro sentit les larmes lui monter aux yeux. Qu'est-ce que cela signifie pour Marco ? Pour son avenir ? Ça signifie, dit le docteur Martinelli d'une voix solennelle, que le diagnostic doit être réécrit. Si Marco continue à progresser à ce rythme, avec le bon soutien physiothérapeutique professionnel combiné à ce que Sophia fait, il pourrait récupérer presque complètement sa mobilité. Marco, qui avait entendu la conversation, courut vers son père avec des pas chancelants mais déterminés. « Papa, tu as entendu ? Le docteur dit que je deviendrai aussi fort qu'avant. » Alessandro prit son fils dans ses bras, le cœur débordant de joie et de gratitude. « Encore plus fort, champion, bien plus fort. » Ce soir-là, après que le docteur Martinelli fut parti avec la promesse de suivre personnellement le cas de Marco, Alessandro se retrouva dans le jardin avec Sophia. Le soleil se couchait derrière les cyprès, teintant tout de doré et d'orange. « Sophia, » dit Alessandro en s'asseyant à côté d'elle sur la balançoire qu'il avait fait installer cette semaine-là. « Comment puis-je te remercier pour ce que tu as fait pour ma famille ?
Sophia balança doucement ses pieds qui ne touchaient pas encore le sol. Tu n'as pas à me remercier, monsieur Benedetti. Marco est mon meilleur ami, et puis tu sais ce qu'il m'a dit aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a dit que quand il sera grand et fort, il voudra aider d'autres enfants comme il l'a été. Il veut devenir docteur pour enseigner aux grands que les enfants savent guérir mieux que les adultes. Alexandro sourit en imaginant Marco adulte, peut-être un jour père à son tour, transmettant la leçon de Sophia à ses enfants. Mais ce que personne d'autre ne savait, c'était que cette soirée allait provoquer un événement qui mettrait à l'épreuve tout ce qu'ils avaient construit ensemble, poussant leur famille élargie vers une décision qui changerait à jamais le cours de leur vie. Fin juin, lorsque tout a de nouveau changé pour la famille Benedetti. Alexandro lisait un conte à Marco dans son lit lorsque Maria frappa timidement à la porte de la chambre, son visage marqué par une inquiétude qu'elle n'arrivait pas à dissimuler. « Monsieur Benedetti » dit-elle d'une voix tremblante. « Puis-je vous parler un moment ? C'est important. » Alexandro suivit Maria dans le salon, laissant Marco qui s'endormait avec un sourire sur les lèvres après une journée où il avait réussi à marcher 50 mètres sans aide. « Monsieur » commença Maria, les mains serrant nerveusement sa robe. « J'ai reçu une mauvaise nouvelle. Ma sœur Anna, celle qui vit à Turin, a eu un grave accident. Elle est à l'hôpital et les médecins ne savent pas si elle va s'en sortir. Ces 3 enfants n'ont personne d'autre que moi. » Le cœur d'Alexandro se figea. « Maria, je suis tellement désolé. Que puis-je faire pour vous aider ? Je dois aller à Turin, monsieur. Je dois m'occuper de mes neveux jusqu'à ce qu'Anna se remette. Mais cela signifie... » La voix de Maria se brisa. « Cela signifie laisser Sophia ici ou l'emmener avec moi. Et si je l'emmène, Marco ?» Elle ne put finir sa phrase, mais Alessandro comprit immédiatement. Sophia était devenue bien plus qu'une amie pour Marco. Elle était son ancre. La raison pour laquelle chaque matin, il se réveillait avec un sourire, celle qui lui avait redonné espoir et l'envie de marcher. « Combien de temps devrais-tu rester à Turin ?» demanda Alessandro. « Je ne sais pas, monsieur, peut-être des mois. Les enfants d'Anna ont 4, 6 et 8 ans. Le plus jeune a 4 ans, et il a besoin de soins spéciaux. Je ne peux pas les laisser seuls. » Alexandro regarda par la fenêtre le jardin où Sophia et Marco avaient partagé tant d'aventures. Il s'imagina la maison sans le rire cristallin de Sophia, sans ses jeux inventés, sans sa sagesse de petit adulte. Il imagina Marco se refermant à nouveau sur lui-même, perdant tous les progrès qu'il avait difficilement acquis. « Maria » dit-il lentement. « Et s'il y avait une autre solution ?» Maria le regarda confuse. « Que voulez-vous dire, monsieur ?» Alexandro prit une profonde inspiration. Ce qu'il allait dire allait tout changer, mais il savait au fond de lui que c'était la bonne chose à faire. « Et si Sophia restait ici avec nous ? Et si nous vous aidions financièrement pour que vous puissiez vous occuper de vos neveux à Turin ? Je pourrais engager une infirmière qualifiée pour votre sœur, envoyer les enfants dans les meilleures écoles, m'assurer qu'ils aient tout ce dont ils ont besoin. » Maria le regarda, les yeux écarquillés. « Monsieur Benedetti, je ne peux pas accepter, c'est trop. Et puis Sophia est ma fille, je ne peux pas la laisser. » Sophia fait partie de notre famille, dit Alessandro fermement. Elle a sauvé mon fils, Maria. Elle m'a sauvé et je sais que Carolina, où qu'elle soit maintenant, approuverait cette décision. À ce moment-là, une petite voix dans l'entrée les interrompit. « Maman, monsieur Benedetti, pourquoi parlez-vous si doucement ?» Sophia était apparue en pyjama, les cheveux en bataille par le sommeil, se frottant les yeux. Maria s'agenouilla près de sa fille. « Sophia, mon amour, je dois te parler de quelque chose d'important. Tante Anna est très malade et je dois aller l'aider avec tes cousins. » Sophia hocha la tête gravement. À 8 ans, elle avait déjà appris que la vie présente parfois des défis difficiles. « Combien de temps, maman ? » « Je ne sais pas, mon trésor, peut-être très longtemps. » Maria hésita. « Et cela signifie que tu devras venir avec moi, loin de Marco et de monsieur Benedetti. » Les yeux de Sophia se remplirent de larmes. « Mais Marco a besoin de moi. Qui l'aidera à marcher ? Qui jouera avec lui dans le jardin ? » Alexandro s'agenouilla près d'eux. « Sophia, si tu veux, tu pourrais rester ici avec nous. Tu ferais partie de notre famille pendant tout le temps nécessaire et je m'assurerai que ta maman et tes cousins aient toute l'aide dont ils ont besoin.
Sophia regarda sa mère, puis Alessandro, puis de nouveau sa mère. Maman, si je reste ici, tu seras triste. Maria caressa les cheveux de sa fille, luttant contre les larmes. Je serai triste parce que tu me manqueras beaucoup, mais je serai aussi heureuse parce que je saurai que tu fais quelque chose d'important. Tu aides Marco à devenir fort et tu aides Monsieur Benedetti à sourire à nouveau. Sophia réfléchit longtemps avec cette gravité qui la rendait bien plus sage que ses 8 ans. Je peux venir te voir à Turin? Chaque fois que tu veux, intervint Alessandro. Nous prendrons l'avion privé et nous irons ensemble. Toi, moi et Marco. Et quand Anna ira mieux, maman reviendra ici. Je reviendrai ici, promit Maria. C'est notre maison depuis 10 ans. Sophia hocha lentement la tête. Alors, je reste mais seulement parce que Marco a encore besoin d'apprendre à courir et je dois lui apprendre à jouer au football comme avant. Alessandro sentit son cœur se remplir de joie et d'émotion. Cet enfant extraordinaire sacrifiait son temps avec sa mère pour continuer à aider Marco. Sophia, dit-il d'une voix émue, es-tu sûre? C'est une décision très importante. Sophia se leva et alla vers la fenêtre qui donnait sur le jardin. Dans la lumière de la lune, elle pouvait voir le chemin de pierre coloré qu'elle avait créé pour Marco, la balançoire où ils s'asseyaient pour se raconter des histoires, l'arbre sous lequel ils avaient fait un pique-nique la semaine précédente. Je suis sûre, dit-elle en se retournant vers eux. C'est ma maison maintenant et Marco est mon petit frère de cœur. Cette nuit-là, Alessandro resta longtemps éveillé, regardant le plafond de sa chambre. En 6 mois, il était passé d'un homme brisé par la tragédie à un père de 2 enfants extraordinaires. Sophia n'était pas sa fille biologique, mais de toutes les manières qui comptaient vraiment, elle était devenue une partie de sa famille. Le matin suivant, tandis que Maria préparait ses valises pour partir à Turin avec la promesse d'Alessandro qu'une équipe médicale privée s'occuperait de sa sœur, Sophia et Marco étaient dans le jardin en train de planifier leur prochaine aventure. Marco, dit Sophia, maintenant que tu es officiellement ma sœur, nous devons explorer le monde ensemble. Où veux-tu aller en premier? Demanda Sophia. Je veux aller voir la mer, dit Marco, les yeux brillants. Je veux marcher sur le sable et sauter par-dessus les vagues. Alors, nous irons à la mer, promit Sophia. Et quand tu seras devenu très fort à marcher, nous irons à la montagne, dans les musées et dans tous les endroits magnifiques du monde. Alessandro, qui les observait depuis la fenêtre, sourit à travers ses larmes. Il savait que Carolina, où qu'elle soit, souriait aussi. Ce soir-là, tout en mettant ses 2 enfants au lit, car maintenant Sophia dormait dans la chambre voisine de celle de Marco, décorée de tous ses dessins et de ses trésors. Alessandro se rendit compte que la tragédie qui avait détruit sa famille avait aussi créé quelque chose de nouveau et de merveilleux. « Papa, dit Marco avant de s'endormir. Merci d'avoir fait rester Sophia. Merci à toi, champion, de m'avoir appris qu'il arrive que les familles ne naissent pas seulement du sang mais de l'amour. » Et tandis que la Villa Benedetti s'endormait sous les étoiles d'une nuit de juin, Alessandro savait que leur voyage ensemble venait tout juste de commencer. Sophia avait sauvé Marco, mais en le faisant, elle l'avait aussi sauvé lui apprenant que le véritable amour ne connaît pas de frontières sociales, que le courage peut venir des plus petites personnes, et qu'il arrive parfois que des miracles se produisent vraiment, un pas à la fois, avec la patience de ceux qui savent attendre et la foi de ceux qui ne cessent jamais de croire. Marco continuerait à s'améliorer, soutenu par l'amour inconditionnel de Sophia et la présence enfin tangible de son père. Et un jour, lorsqu'il deviendrait le médecin qu'il rêvait d'être, il porterait dans le monde la leçon la plus importante que Sophia lui avait enseignée, que guérir n'est pas seulement une question de médecine, mais d'amour, d'espoir et de la ferme conviction que chaque être humain mérite une seconde chance de courir vers ses rêves.